Et donc la CEI doit faire très très attention. Ok. Parce que, je termine. Terminé. Pourquoi j'insiste? Parce que l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire est un problème de santé publique. Nous avons organisé 6 élections présidentielles. Ces 6 élections ont occasionné 3417 morts. La Covid-19, pandémie mondiale, a occasionné en Côte d'Ivoire 835 morts. L'élection présidentielle tue plus que la Covid. Et aujourd'hui, l'enjeu, c'est combien de morts? Parce que, madame, ce sont les mêmes. Le RHDP, qui était avant RDR, le FPI, qui est devenu maintenant PPACI, le FPI original, représenté par M. Kwassikra. N'hésitez pas à aimer la vidéo et la partager avec vos amis. C'est parti. Suivez NCI 360 et vous avez raison. Ce soir, nous parlons du contentieux de la liste électorale. Et avant la pause, Maître Abdoulaye Ben Meïté posait justement une question sur le fondement textuel de l'audit du fichier électoral. Donc avant de donner la parole à Geoffroy Kwaou et ensuite à Fabrice Lago qui veut réagir, j'aimerais avoir Jean-Yves Essoessis pour son temps de parole, si tout ce qui a été dit sur ce plateau. Oui, alors, merci beaucoup. Moi, j'observe quelque chose de très simple et je souhaiterais qu'on revienne sur cette chose que j'estime être très simple, c'est la bonne foi. C'est la bonne foi et puis c'est l'honnêteté. Nous avons une CEI qui fait ce qu'elle peut, hein, qui fait ce qu'elle peut, puisqu'on voit qu'il y a beaucoup de carences. Quand on demande un audit en général, il intervient quand l'organisme en question perd en crédibilité et on a besoin qu'il y ait des agents, qu'il y ait des spécialistes qui sont indépendants, qui regardent de manière méthodique tout ce qui est fait, toutes les procédures qui sont faites par rapport à un organisme. Donc, cet audit, si jamais on veut être de bonne foi et qu'on veut nécessairement organiser des élections transparentes, on devrait, quand on est à la CEI, on devrait justement accepter cela, ouvrir comment dire ça, la possibilité à ces organismes d'audit de nous contrôler, puisque on estime, nous, à la CEI, qu'on a fait le travail correctement. Donc, au nom de la transparence, il faudrait que ces choses-là se fassent. J'ai entendu M. Doumbia tout à l'heure, avec beaucoup d'intérêt, quand il disait qu'ils ont fait des réunions avec la CEI, et qu'ils avaient décidé que ce serait tous les 2 ans, et que le jour de l'année électorale, il y aurait une révision. Mais écoutez, on est en 2025. C'est l'année électorale, en octobre. Mais pourquoi ne pas appliquer ce que vous avez décidé, même si ça ne s'est pas transformé par des lois? C'est un exemple de bonne foi. C'est-à-dire que vous avez fait des réunions, vous avez estimé que c'était difficile de le faire chaque année. Et que vous avez dit que ce serait tous les 2 ans. Ma foi, pourquoi pas? Et vous avez rajouté qu'en année électorale, vous vous efforceriez, enfin la CEI, hein, je ne parle pas de vous, vous vous efforceriez, la CEI s'efforcerait de faire une révision électorale le jour, enfin l'année de l'élection. Pourquoi ne pas le faire? Surtout que je répète encore une fois, et je ne veux pas être long sur le sujet parce que bon, ça m'intéresse pas trop, moi je vais intervenir beaucoup plus sur les sujets qui suivent, mais surtout qu'en plus, le président de la CEI lui-même, il l'a dit sur son site, hein, je ne sais pas si on peut retrouver ça, à un moment de ses prises de parole, a dit qu'il était possible de faire des aménagements si jamais il y avait un accord politique. Donc ça veut dire que c'est possible. C'est possible de faire cette RLE en 2025. Et on en a besoin. On a parlé de 3 millions de personnes à peu près qui étaient en attente. On n'a pas dit que c'était 3 millions de personnes qui étaient exclues. Je n'ai jamais dit ça. C'est 3 personnes, c'est à peu près 3 millions de personnes qui, au moment de la RLE 2024, avaient leur papier, mais à la fin du processus, et quand ils ont voulu, comment dire ça, se faire enrôler, c'était trop tard. Ces personnes-là attendent, et il y en a beaucoup. Alors, ça coûte quoi à la CEI d'ouvrir justement un enrôlement, puisque c'est prévu par la loi, pour permettre à ceux qui ne sont pas sur les listes d'y être. D'accord, voilà. On vous a bien compris. Geoffroy Kwaou, sur la question du texte. Bon, c'est vrai que, vous savez, Maître Meïté est d'une extrême éloquence, et donc lorsqu'il porte
un sujet, il le porte très bien que souvent, il faut lire entre les lignes pour voir quelques insuffisances. Non, Maître Meïté, je sais que vous êtes juriste, donc vous êtes un obsédé textuel. Mais ici, il n'est pas question de portée juridique, mais de portée politique. Hein? L'audit, c'est pour rassurer tout le monde, c'est pour établir la confiance. Et toutes les démocraties africaines l'ont fait. Ils font l'audit. Au Sénégal, tout récemment, avant les élections, il y a eu l'audit du fichier électoral. En RDC, l'audit du fichier électoral. Au Mali, partout, ça se fait. Donc, c'est un élément politique. Et ce n'est pas un élément juridique. Parce qu'en fait, quand on regarde bien, hein, la question majeure, c'est la confiance. Les acteurs politiques ne se font pas confiance. Et l'opposition, en général, ne fait pas confiance à la CEI. Et quand l'opposition a demandé l'audit, la CEI a, n'est-ce pas, donné une fin de non-recevoir. L'opposition demande une révision de la liste électorale en 2025 en s'appuyant sur l'article 6. Là encore, pour l'instant, la CEI nous dit non, rien ne nous oblige à faire avant les élections. Or, je l'ai démontré plusieurs fois sur ce plateau qu'après les élections, il est quasi impossible d'organiser une révision de la liste électorale. Voyez, ce que j'aimerais dire à la CEI doit s'abstenir désormais d'écouter les partis politiques. La CEI a pour instrument de travail le code électoral. Et la CEI doit s'appuyer uniquement que sur le code électoral. Parce que quand vous écoutez bien la CEI et quand vous écoutez bien les partis politiques, certes, la CEI a commis quelques erreurs, mais ces erreurs proviennent surtout du fait qu'il y a eu des accords, il y a eu des échanges entre la CEI et les partis politiques. Mais comme l'a dit tout à l'heure M. Doumbia, lorsque un accord politique n'a pas été codifié, il n'a pas de valeur juridique. Il n'a pas de valeur juridique. Or, tous ces échanges entre la CEI et les partis politiques n'ont pas trouvé codification dans les tests. Donc la CEI n'est pas obligée de les respecter. Et aujourd'hui, nous qui nous accusons, moi je ne peux pas me permettre d'accuser le PPACI ou le FPI ou le RHDP. Ils vont me dire, mais c'est pas nous la preuve. Ils le disent eux-mêmes. C'est la CEI que nous voyons. Donc c'est pourquoi j'ai parlé de problème de compétences. Il faut souvent être ferme sur un certain nombre de questions, parce que ne pas organiser une révision de la liste électorale avant l'élection présidentielle, c'est une faute administrative. C'est comme si vous dites, bon, je me prépare je dois présenter le bac, j'étudie, mais je n'étudie pas. C'est après le bac que je vais aller étudier, après l'examen. Ça n'a aucun sens. Quand on parle de liste définitive, la liste définitive, c'est par rapport à l'élection. Or, les élections interviennent souvent chaque 5 ans. Vous voyez? Donc, les autres révisions permettent d'établir la liste provisoire. Et donc, la CEI doit faire très, très attention. OK. Parce que, je termine. Terminé. Pourquoi j'insiste? Parce que l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire est un problème de santé publique. Nous avons organisé 6 élections présidentielles. Ces 6 élections ont occasionné 3417 morts. La Covid-19, pandémie mondiale, a occasionné en Côte d'Ivoire 835 morts. L'élection présidentielle tue plus que la Covid. Et aujourd'hui, l'enjeu, c'est combien de morts? Parce que, madame, ce sont les mêmes. Le RHDP, qui était avant RDR, le FPI, qui est devenu maintenant PPACI, le FPI original, représenté par M. Kwasikra, et le PDCI. Ce sont ces partis-là. Ne me montre pas du doigt. Je suis un analyste de... Voilà. M. Kwasikra, pardonnez, et le PDCI. Ce sont ces PDCI est absent. 4 ou 5 partis qui, depuis 1990, occasionnent les crises électorales. Et ce sont ces mêmes partis qui sont là.
la question n'est même plus politique. La question devient des problèmes de personnes. Nous insistons beaucoup sur ces questions parce que ces partis-là nous ont produit de la misère. Aujourd'hui, quand vous regardez la société ivoirienne, on parle de croissance, on parle de tout. Oui, mais qui sont les riches, madame? Ce sont les acteurs politiques, opposition comme parti au pouvoir. Mais le peuple, lui, vit dans la pauvreté. D'accord, je crois qu'on va terminer. Ça fait un moment que vous avez la parole. Donc cette politique-là, que ces partis politiques mènent depuis 30 ans, leur permet de prendre le peuple en otage, de régner sur la peur, sur la terreur, et ça peut permettre de s'arroger des dividendes politiques et économiques, donc de s'enrichir. Les responsables de ces partis politiques du pouvoir comme de l'opposition n'ont pas le même train de vie que l'Ivoirien lambda. Bon, vous avez bien compris, parce que là, c'est un autre débat, c'est un autre sujet. Merci beaucoup pour votre point. Mais on devait bien donner... Parce qu'il y a eu des choses qui ont été défendues. S'il vous plaît, moi, ce que je vous propose, c'est de noter vos points et on poursuit, parce que bien avant, on devait donner la parole à Fabrice Lagou avant d'aller à la pause. Donc, notez vos points, vous aurez le temps de réagir. Ne vous en faites pas. Fabrice Lagou. Merci, madame. J'aimerais rassurer M. Kouaou, il a certainement un train de vie plus élevé que moi. Pourtant, je suis l'homme politique et lui est de la société civile. Non, je ne parle pas de vous. Mais ce n'est pas bien grave, en fait. Ce que je voulais dire, j'ai entendu M. Doumbia insister, et ça, vraiment, je ne peux pas laisser dire ça, sur le fait que l'article 7 qui fait obligation de voir les mentions, certaines mentions sur la liste électorale, il a insisté sur le fait que c'est facultatif. Et j'aurais pu argumenter, mais je suis heureux quand je vois M. Mété, qui est un homme de droit, ne pas le soutenir dans cet argumentaire-là. Cela me rassure déjà sur la vacuité de celui-ci. Donc, je ne vais pas insister beaucoup plus. Moi, j'ai peur, en fait. Parce que quand on écoute le RHDP, en fait, les jours pairs, on s'attache à la loi. Les jours impairs, on louvoie avec la loi. Mais M. Doumbia a dit ici qu'ils sont allés dans leur séminaire et ils ont convenu de faire la révision de la liste électorale tous les 2 ans. Mais vous êtes ultra majoritaire à l'Assemblée nationale. Pourquoi vous ne l'avez pas fait? Passer le code électoral. Pourquoi vous n'avez pas demandé à M. Ouattara, qui est le président de votre parti et qui est aussi président de la République, de modifier le code électoral par ordonnance comme il a l'habitude de le faire? Vous ne l'avez pas fait. Et vous en prévalez aujourd'hui sur le plateau pour justifier le fait que la CEI ne fasse pas son travail. Mais monsieur, ça fait peur. Vous dites, vous aussi, que vous êtes allé dans votre séminaire et vous avez constaté que 2 années durant, la CEI n'a pas fait de révision de la liste électorale. Vous êtes conscient qu'il y a des budgets qui ont été mis à la disposition de la CEI. Vous n'avez même pas jugé utile de demander des comptes à la CEI sur le fait qu'elle ne fasse pas son travail. Mais vous avez plutôt cherché un petit arrangement pour faire ça tous les 2 ans. Monsieur, nous sommes en République. Et en République, comme vous êtes attaché à la loi, quand la loi fait obligation à une personne ou à une institution, mais vous ne le voyez pas avec la loi. Mais là, vous avez manqué, en tant que parti au pouvoir, à vos obligations de modifier le code électoral si vous le vouliez. Vous avez manqué à votre obligation de demander des comptes à la CEI quant au budget mis à sa disposition pour les années où la liste électorale n'a pas eu lieu. Je vois même que cette année, vous avez prévu encore 27 milliards pour la révision de la liste électorale, mais ce n'est pas bien grave. On suppose que ce ne sera pas mis à disposition cette fois-ci. Donc, monsieur, nous disons qu'on ne peut pas laisser dire que les partis politiques ont convenu de ne pas faire la révision de la liste électorale. Vous avez parlé aussi de l'absence de la mention des parents sur la CNI. Mais qui a fait cette CNI, monsieur? Je me rappelle bien qu'au moment de la CNI, l'opposition avait insisté sur le fait que la mention du nom des parents sur la CNI était importante. Vous nous avez envoyé balader. Et aujourd'hui, vous vous asseyez sur ce plateau devant les Ivoiriens et vous dites que quand le pétitionnaire va à la CEI, il n'y a pas le nom des parents, donc on ne peut pas le mentionner. Mais c'est grave. Cette manière, les jours pairs de soutenir une position et puis les jours impairs de soutenir une position contraire. Monsieur, la CENI que nous avons aujourd'hui, où il n'y a pas le nom des parents, peut-être que c'est cette CENI qui nous donne ces 2 millions de personnes, en tout cas que nous avons constaté sur la liste provisoire 2023, où il n'y a pas de mention des parents, mais c'est votre travail. Donc ça, au moins, acceptez-le, admettez-le, puis les Ivoiriens pourront vous le pardonner. Mais vous ne pouvez pas vous défausser tout le temps. Monsieur, quand vous dites qu'on va à une révision de la liste électorale, et on a près de la... En tout cas, en 2023, on avait relevé 2 millions de personnes où il n'y avait pas la mention des parents. Et vous nous dites non, ce n'est pas bien grave, on peut aller aux élections avec, parce que tout ce qui importe, c'est la nationalité. Tant qu'il est prouvé que la personne est ivoirienne, elle peut être sur la liste électorale. C'est ce que vous avez dit. Bon, Laurent Gbagbo, il est ivoirien, pourquoi il n'est pas sur la liste électorale? Vous voyez que votre argument, il ne tient pas. Donc ne répétez plus cet argument-là. Monsieur, vous dites encore que l'audit ne s'impose pas. Mais l'audit s'impose, l'audit intervient lorsqu'il y a un déficit de confiance entre les acteurs. Et aujourd'hui, nous n'avons pas confiance à la CEI pour nous envoyer à des élections libres, démocratiques et transparentes.
Toutes les démocraties, M. Kou l'a dit, toutes les démocraties que nous saluons aujourd'hui, on fait un audit. Qu'est-ce que le RHDP paie si on fait un audit de la liste électorale? Parce que l'audit ne consiste pas justement à retirer les militants du RHDP de la liste électorale. Il ne consiste pas à rajouter le nom de certaines personnes. L'audit concerne, il s'agit simplement de regarder quelles sont les personnes qui méritent d'être sur la liste électorale. Quel est le problème qu'un audit de la liste électorale pose à un parti politique comme le RHDP? Qu'est-ce que vous avez avec la transparence? Et moi, j'ai du mal à comprendre. En principe, on devrait, tous les acteurs politiques, on devrait tous s'entendre pour faire un audit de la liste électorale. Parce que si vous dites que nous, le PPACI, on n'a pas inscrit des gens frauduleusement sur la liste électorale, quelle assurance vous avez à ce niveau-là? Terminé, Fabrice. Peut-être qu'on l'a fait, mais l'audit pourrait vous permettre, vous aussi, de sortir les gens que nous, on aurait pu introduire de manière frauduleuse. Donc, monsieur, je pense qu'il est temps, si on veut qu'on ait des élections libres, démocratiques et transparentes en 2025, que, comme le disait M. Essis, qu'on fasse tous preuve de bonne foi. On vous a bien compris. Et qu'on fasse un audit, parce que le contentieux n'est pas un audit de la liste électorale. Et nous avons démontré ici, M. Kral a dit, je vais être conclu dessus, que le contentieux ne peut pas permettre de régler tous les problèmes que nous avons sur la liste électorale actuelle. Et je vais terminer dessus. Vous avez dit, il y a certaines personnes qui étaient sur la liste électorale indûment depuis des années. Maître Bété saura et vous confirmera que la répétition d'une infraction ne la rend ni légale ni légitime. Non, ce n'est pas parce que quelqu'un est sur la liste électorale depuis 2010 sans la mention du nom de ses parents que cela devient pour autant légal ou légitime. Merci Fabrice Lago, merci beaucoup. Kwaku Kra. Merci Evelyne. Oh, je me réjouis de ce que le RHDP reconnaît que la CEI n'a pas respecté la loi. Je me réjouis. Mais tout ce que le Front populaire ivoirien demande, c'est que le RHDP aide les Ivoiriens à ce que la CEI respecte la loi. Auquel cas, la CEI doit rendre le tablier, parce que c'est un outil nécessaire. On ne peut pas créer une institution qui va violer chaque jour ou chaque année les lois. Ce n'est pas normal. Et pour revenir à l'audit, c'est dans l'intérêt même de la CEI et du RHDP. C'est une question de gouvernance. Oui ou non, est-ce que le pouvoir du RHDP est transparent? Oui ou non, est-ce que nous avons une commission électorale crédible, transparente? L'audit va confirmer et l'audit va dire que le FPI a menti, que le PPAC a menti ou l'opposition a menti. C'est ce que nous attendons de vous. Donc, nous voulons que vous soyez nos avocats pour que cet audit puisse se faire. Donc vous êtes nombreux à la CEI. Et que, en plus de cet audit, que le chef de l'État ouvre des négociations le plus rapidement possible pour que tous les acteurs qui peuvent participer ou qui peuvent contribuer à l'apaisement du climat socio-politique puissent se retrouver. Le dialogue politique, nous l'avons fait jusqu'en 2022 et jusqu'à présent, je peux dire qu'il y a beaucoup de problèmes. Le consensus est rompu entre l'opposition et le pouvoir. Mais quand on va dans une élection, celui qui gagne là, il gère qui? Il gère le perdant et le gagnant. Mais avant d'y aller, déjà, il y a la fracture. Il n'y a pas de cohésion. Donc, quand vous allez être élu, vous allez être élu et gérer quoi? Une population divisée. C'est pour cela que le dialogue politique est nécessaire. Et peut-être le dialogue politique peut permettre de faire l'économie de certaines justifications ou de certaines réclamations. Donc, porter cette information au chef de l'État que l'opposition a besoin d'un dialogue politique inclusif avec la société civile. Merci, Kwaku Kra. Chers téléspectateurs, vous avez été les témoins privilégiés de cette analyse politique profonde et inspirante. Maintenant, c'est à vous. Réagissez en commentaire, partagez vos réflexions et vos idées. Si cette vidéo vous a éclairé, n'hésitez pas à l'aimer et à la partager avec vos amis. Ensemble, nous construisons l'Afrique de demain. Restez connectés sur Afrique Diverse TV pour encore plus d'informations et de débats passionnants. À très bientôt.